Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du jeudi 16 février 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons de la tournée du président de la République dans la région Alocha-Mangour, ou de l'engrais, plus précisément du sulfate d'ammonium pesant 238 tonnes sera distribué aux agriculteurs de la plaine de PC23 dans la Alocha-Mangour, où la distribution a été lancée aujourd'hui par le président de la République, Anjradzuel Namoaran Krom, district d'Amparafaravoul. Cela marque également le démarrage officiel du projet conjoint entre le gouvernement, le PAPRI et la société Ambadfi qui distribuera ce nouvel engrais, un produit local distribué aux agriculteurs dans de nombreuses régions de l'île. Et cela montre également la relation très proche entre le président, qui est le champion d'Afrique de la sécurité alimentaire, et les agriculteurs à travers une collaboration afin d'atteindre l'autosuffisance en riz. Reportage de Judikel Ranjanirine et Nza Ranjansu. La Loche est incontestablement le premier grenier de riz de Madagascar. Les rizières y sont très vastes, atteignant les 160 000 hectares. Particulièrement dans la partie sud-ouest de la Loche, ou PC23, le problème de l'eau pour l'agriculture a été complètement résolu grâce au barrage qui a été inauguré par le président Anjradzuel en mai 2022. En plus de l'eau, les engrais assurent également la qualité de la récolte de riz. Pourtant, ces derniers constituent encore un problème majeur pour les agriculteurs, notamment à cause de leur prix. Afin de résoudre ce problème, le président de la République est venu sur place afin de procéder au lancement de la distribution d'engrais à base de sulfate d'ammonium aux agriculteurs. Avec le projet PAPRI qui augmentera le rendement du riz jusqu'à 5 à 8 tonnes par hectare, il améliorera directement le niveau de vie des agriculteurs selon le Venran du président qui les place comme socle du développement. Cela va accroître l'économie et surtout conduire à l'atteinte de l'autosuffisance en riz qui est le défi de Madagascar. En effet, le président Anjradzuel est champion de la sécurité alimentaire en Afrique, un titre qui lui a conféré par la BAD en raison de sa détermination et des efforts du gouvernement sous sa direction. Il l'a démontré lors du sommet sur la sécurité alimentaire à Dakar, Sénégal, en janvier dernier. Il y a déclaré que l'autosuffisance alimentaire ne peut être atteinte par la parole mais par des actes et doit se baser sur les agriculteurs. Et maintenant, c'est en train de se réaliser à Amparafaravoul à travers l'aide aux agriculteurs dans cette région. 238 tonnes d'engrais de sulfate d'ammonium ont été distribuées pour démarrer le projet. 11 régions et 225 000 agriculteurs en bénéficieront dans toute l'île, soit gratuitement, soit à un prix réduit car le kilo se vend à 1500 ariars. Un prix beaucoup moins cher que le prix de l'urée ou du NPK qui est habituellement utilisé par les agriculteurs. De plus, ce type d'engrais produit localement n'aura pas d'impact néfaste et n'abîme pas le sol. Au contraire, il augmente le rendement selon un technicien. En plus de ce don d'engrais, la population d'Aloche recevra également sa part de l'aide accordée par le gouvernement aux nécessiteux. Ainsi, 17,5 tonnes de riz blanc vont être distribuées et 4 000 ménages recevront leur part à travers le projet Filets sociaux qui est de 120 000 ariars pour chaque ménage. C'est une preuve que le président et la population d'Alocha-Mangour se soutiennent toujours. C'est également ici aujourd'hui que le président Anjradzuel a offert une moto à chacun des maires des 22 communes d'Amparafaravoul, sans distinction de couleur politique, ainsi qu'une ambulance pour cette localité. Avec le projet Karatan, l'État octroie des terres aux agriculteurs pour augmenter la superficie de terres cultivables. Il y aura également l'envoi de représentants pour suivre une formation agricole au Zimbabwe. Il a été prouvé aujourd'hui dans ce projet de distribution d'engrais que le président prête une attention particulière aux agriculteurs. Toujours dans cette page politique, cela n'a pas été sorti officiellement au Conseil des ministres hier, mais selon des sources, le président de la République, Anjradzuel, a remercié les membres du gouvernement en achevant le Conseil des ministres. De ce fait, le remaniement sera pour bientôt, un remaniement qui est de l'attribution du président, tout en faisant le bilan du pouvoir exécutif comme à l'accoutumée durant ces 4 ans. Ça, Sylvain nous en dit plus. Le Conseil des ministres est peut-être le dernier pour la composition du gouvernement actuel. Selon des sources, le président de la République procédera au changement du gouvernement. Cela n'a pas été rendu officiel durant le Conseil des ministres et sur la page officielle de la présidence de la République, mais selon les constatations, en achevant le Conseil des ministres hier, le président Anjradzuel a remercié les ministres pour leurs travaux et les efforts entrepris. Ainsi, le régime actuel entre dans son 5e remaniement du gouvernement actuellement. Avant cela, rien ne devra changer dans la façon de travailler durant ces 4 ans.
Le pouvoir exécutif devra passer le bilan devant le président de la République. Le pouvoir exécutif s'est engagé à travers le contrat programme. Les ministres passeront ainsi cette étape pour connaître le bilan de chacun. Ce gouvernement a travaillé durant 11 mois, un gouvernement qui a duré le plus longtemps pour ce régime. Il est aussi à noter que l'article 54 de la Constitution affirme que le président de la République a le rôle de désigner le gouvernement. En quelques jours de changement, les polémiques et les rumeurs courent concernant la composition du gouvernement. Et justement, revenons dans la contenu du Conseil des ministres d'hier. Dans le cadre de la construction de la première partie de la première autoroute de Madagascar, le Conseil des ministres d'hier a validé l'admission à titre temporaire de tous les matériels et des équipements utiles aux travaux. Il a été validé hier également la prolongation jusqu'à 120 jours du délai pour le rapatriement des devises obtenues dans l'exportation de la vanille par bateau. Le Conseil des ministres a nommé également le nouveau directeur général de l'ACM ou Aviation Civile de Madagascar. Toujours un reportage de Cécile Sylvain. Le président de la République a rencontré les acteurs dans ce secteur la semaine dernière. Il a reçu des plaintes selon lesquelles le rapatriement de devises, surtout pour les exportateurs de vanille par voie maritime pour la campagne 2022-2023, connaîtrait des retards. Ces derniers craignent ainsi de ne pas pouvoir respecter le délai de 90 jours, le délai légal pour rapatrier les devises. Durant le Conseil des ministres hier, l'État a répondu aux demandes des opérateurs en validant le prolongement du délai jusqu'à 120 jours. Il a aussi été souligné que cette mesure s'applique uniquement aux opérateurs exportant par voie maritime. Le Conseil des ministres d'hier a aussi validé l'admission à titre temporaire de tous les matériels et équipements pour la construction de l'autoroute reliant Antananarivo-Tuamasin. Une décision conforme avec l'article 11 du contrat entre l'État et l'entreprise en charge des travaux. Il est à rappeler que l'entreprise Samcret Engineer and Contractors est le détenteur de ce marché public. Les travaux actuels concernent la première partie de l'autoroute, soit 80 km. Dans la nomination des hauts responsables de l'État, le décret de nomination du colonel Damas Hervé en tant que DG de l'ACM a été également pris durant le Conseil des ministres d'hier. Et dans l'actualité de ce jour également, parlant météo, la tempête tropicale Freddy est devenue une cyclone tropicale intense selon les informations émanant du service de la météorologie aujourd'hui. Il est situé à 1000 km des côtes est de Madagascar vers 15h cet après-midi. Ce cyclone ne devrait pas encore atteindre Madagascar pour cette semaine du 13 au 19 février selon toujours les prévisions sorties par le service de la météorologie. Le tracteur Crazy H Quadtrac est mondialement reconnu comme étant le tracteur agricole le plus puissant du marché. Avec des caractéristiques techniques à faire pâlir la concurrence, le tracteur Quadtrac établit de nouveaux standards en termes de débit de chantier et de confort de travail. Also, we believe that the future of Madagascar and the commercial farming side of Madagascar needs this kind of equipment. And we took the step with Sodirex and Case to decide with specifically the company Sodirex because they offered us most of what we needed to be able to get those kind of tractors into our possession. You have dry seasons, you have a period when you can plant because little bit rain, you have to do soil preparation, and the soil preparation, if you want to do big surface like 10,000 or 15,000 hectares, you need to do it in minimum of time. It's not with a small tractor you can reach that. It's only with a big tractor and big implement behind, okay, to reach maybe 2 3, maybe we can have six tractors like this to do maybe 12,000 hectares, okay? But minimum is 2,000 hectares for one tractor like this, okay? This is why we have a short period to prepare the soil and make a planting. Son système hydraulique offre une puissance remarquable et un contrôle précis avec un débit allant jusqu'à 428 litres par minute.
Le tracteur Quad-Track est équipé de moteurs Efficient Power qui délivrent un maximum de puissance. De plus, en cas de besoin, la gestion de puissance moteur libère des chevaux supplémentaires idéales dans les champs les plus vallonnés et les routes très escarpées de Madagascar. En ce début d'année, le tracteur Quad-Track 500 de KZH est arrivé chez son partenaire Sodirex pour un but précis, répondre aux demandes de l'agriculture et des acteurs agricoles à Madagascar. La gamme KZH étant complète et adaptée à tout type de culture, des techniciens formés vous attendent chez Sodirex. Ils sauront répondre efficacement aux attentes et aux exigences des professionnels du secteur agricole. Parlons à présent environnement et collaboration avec le secteur privé. Justement, le secteur privé est l'un des principaux contributeurs au développement en ce qui concerne la protection de l'environnement à travers le reboisement du fait qu'il dispose des compétences et des opportunités tant techniques que financières. Il est donc nécessaire que le gouvernement coopère avec le secteur privé pour la protection de l'environnement selon les explications. Deux entreprises privées qui s'associent ont exprimé aujourd'hui leur volonté d'aider le ministère de l'Environnement et du développement durable à atteindre l'objectif de restaurer la couverture forestière de Madagascar. Reportage de Obrasam Manan sur les images de Kevin Ravounerson. L'objectif fixé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable est de planter des arbres sur une superficie de 75 000 hectares chaque année. En effet, le reboisement est entièrement coordonné avec la politique gouvernementale qui est de restaurer la couverture forestière de Madagascar. Et depuis le début de la saison de reboisement, pour cette année, près de 60% de celle-ci a été déjà réalisée, comme l'a déclaré aujourd'hui Mamti Nadjiamanzat, directeur cabinet du ministère de tutelle. Par ailleurs, le secteur privé est l'un des principaux contributeurs au développement de la protection de l'environnement à travers le reboisement. Aujourd'hui, deux entreprises privées qui s'associent ont exprimé leur volonté d'aider le ministère de l'Environnement et du Développement durable à atteindre l'objectif de reverdir Madagascar. Les valeurs communes telles que l'éco-responsabilité, la transmission et le partage nous ont permis de coopérer afin de répondre à l'une des vocations clés de notre entreprise, qui est de rendre meilleur le monde de nos enfants, a déclaré Max Fontaine, responsable de l'entreprise privée. Cette coopération sera l'occasion d'organiser des reboisements durant lesquels seront plantées près de 9000 plantes, de visiter les pépinières et de sensibiliser tous les partenaires sur l'importance de la protection de l'environnement. L'an dernier, le taux de réussite des reboisements a été de 70% et l'objectif de cette année est d'atteindre 90% et aussi de promouvoir la collaboration avec les secteurs privés pour la protection de l'environnement selon toujours les explications. Et les inscriptions pour ceux qui veulent participer à la course UTOP ou Ultra Trail des Hauts Plateaux qui se tiendra en mai prochain sont ouvertes à tout public à partir d'aujourd'hui. Cette 14e édition se caractérisera par l'utilisation du chronométrage informatisé et des puces électroniques insérées dans le dossard de chaque participant. Reportage de Obrasam Manan et Yves Janel. La 14e édition de l'UTOP ou Ultra Trail des Hauts Plateaux se tiendra les 11, 12 et 13 mai 2023. Cette course de trail différentes sont disponibles pour cette édition, à savoir l'Ultra Trail long de 126 km, le Semi-Trail de 70 km, l'X-Trail de 40 km, le T-Rail de 35 km, le Sea-Trail de 22 km, le Fun Run de 10 km et le Zaza Trail de 4 km. L'UTOP poursuivra dans l'ère technologique pour cette 14e édition en utilisant les nouvelles technologies avec le chronométrage informatisé et la puce électronique insérée dans le dossard de chaque participant pour faciliter leur repérage. Cette année, nous continuons notre innovation l'année dernière, la 13e édition. Il y aura donc des dossards avec des puces électroniques qui permettront donc d'avoir un suivi régulier à chaque PC et en ligne et en direct des coureurs. On pourra à la fin garder les dossards, d'accord ? Donc on pourra les coureurs pourront garder les dossards, mais le suivi sera en ligne et en direct. Nous avons aussi, comme l'année dernière, un suivi GPS pour les champions. Donc les champions qui prétendent au podium vont être équipés d'un GPS pour qu'on puisse suivre et géolocaliser ce champion-là et vérifier que la trace est bien respectée et aussi qu'il n'y a pas de triche. Donc c'est ça aussi qu'on va faire cette année.
Les inscriptions sont également ouvertes pour cette 14e édition. Elles ont ainsi débuté le 15 février pour se terminer le 9 avril 2023. Les inscriptions se font en ligne et non plus sur papier selon les explications. Les inscriptions donc sont ouvertes officiellement. Elles vont se dérouler du 15 février 2023 jusqu'au 9 avril 2023. La nouveauté cette année, c'est que les inscriptions se feront en ligne exclusivement. Nous ne prenons plus de version papier, tout sera en ligne. Et donc il y a des formulaires en ligne et on attachera en ligne aussi les justificatifs, notamment les certificats médicaux, les copies des licences et des pièces d'identité. Et les paiements se feront aussi de la même manière. 2000 participants sont attendus pour cette édition de l'UTOP. Et toujours selon les explications, l'un des traits distinctifs de cette édition est la présence d'activités de développement du milieu rural sur les routes traversées par la course. Et dans les actualités internationales de ce soir, côté turc, près des épicentres des séismes qui ont fait plus de 35 morts il y a une semaine, les corps continuent d'être extraits des décombres pour les réfugiés syriens présents en nombre dans cette région. Tout cela résonne avec une situation de chaos qu'ils ne connaissent que trop bien. France 24. Les jours s'écoulent et les corps continuent à être extraits des décombres. Nous sommes à Kahramanmaraş, une ville proche de l'épicentre du séisme. Ici vivent de nombreux réfugiés syriens. Ces enfants n'ont connu que la guerre et cette catastrophe ravive les blessures. Mohamed a 12 ans, il est né à Hama dans le centre de la Syrie. Il nous emmène rencontrer ses 8 frères et sœurs. Leur maison a été durement touchée, mais ils n'ont nulle part où aller, alors ils continuent à y dormir. J'ai peur. Chaque fois que j'entre dans ma chambre, je pense qu'elle va bouger et s'effondrer, que ça va encore faire beaucoup de bruit. Il n'y a pas que moi qui ai peur. Mes frères et sœurs aussi. Ma petite sœur a tellement peur, elle ne veut plus y mettre les pieds. Le toit est cassé et cela nous effraie aussi. Les Barbouches ont perdu plus qu'un toit, ils ont perdu leur refuge. En une nuit, la stabilité retrouvée a volé en éclats. Le lendemain du tremblement de terre, les enfants étaient très affectés psychologiquement. Même s'ils ont pris l'habitude de s'adapter avec la guerre en Syrie, à chaque fois qu'ils sortent, ils craignent un nouveau séisme ou une bombe larguée par Bachar al-Assad. Face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire, la situation sécuritaire s'est détériorée au fil des jours. Les pillages se sont multipliés et les Syriens sont accusés de tous les maux. La police nous maltraite. J'essayais de prendre du bois pour réchauffer ma famille et ils m'ont obligé à le jeter parce qu'ils disaient que j'étais un voleur. Puis-je un voleur avec cette main blessée? J'ai sauvé des Turcs des décombres. Je suis resté 2 jours pour les aider. Mes enfants aussi. Dans cette région où les communautés coexistent depuis des siècles, ces tensions préexistaient alimentées par une classe politique en campagne. Elles sont aujourd'hui croissantes et de nombreuses familles comme les Barbouches s'interrogent sur leur avenir. Et ce jeudi a eu lieu la 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites du fait des vacances scolaires. La participation s'annonce toutefois en baisse. Dans le même temps, les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale avec le retrait de plusieurs amendements. Les députés espèrent pouvoir débattre de l'âge légal d'ici vendredi minuit. France 24. Oui, un mouvement relativement peu suivi pour cette 5e journée de mobilisation des transports français quasiment normaux, pas de perturbations ou presque pas de perturbations sur les lignes TGV, sur les lignes internationales, ni même dans le métro parisien. Seules quelques perturbations sont attendues en fait sur les réseaux Intercités et
TER. Alors c'est tout simplement parce que plus de la moitié des Français sont actuellement en vacances. Difficile donc par exemple de mesurer la mobilisation dans l'éducation nationale alors que la plupart des écoles sont fermées pour cause donc de vacances. Pour les syndicats, il s'agissait aujourd'hui de maintenir bien sûr la pression sur le gouvernement et sur l'Assemblée nationale qui étudie actuellement et qui débat actuellement sur cette réforme des retraites. Mais il s'agissait aussi de garder des forces, de reprendre des forces pour la prochaine grande journée de mobilisation, celle du 7 mars prochain, après les vacances scolaires, quand tous les Français sont de retour au travail. Les syndicats appellent à une mise à l'arrêt du pays, à une journée noire pour cette 6e journée de manifestation et de mobilisation. Manifestation, il y en aura tout de même aujourd'hui un peu partout en France et notamment cet après-midi à Paris. Mais là encore, les syndicats ne s'attendent pas à une présence aussi forte que lors des manifestations précédentes. Et le Parlement espagnol a adopté aujourd'hui une loi instaurant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Il s'agit d'une décision inédite en Europe. France 24 toujours. Fatigue chronique, douleurs musculaires, migraines. Ces symptômes de l'endométriose rendent le quotidien de Yasmina particulièrement difficile. À 42 ans, elle rêve d'une vie normale. Voici l'appartement que j'ai acheté pour vivre seule. Mais à cause des douleurs que me provoque la maladie, je ne peux pas. J'ai besoin d'aide pour cuisiner ou encore pour me déplacer jusqu'à mon lit. Tu le l'aimes ? Impossible pour Yasmina de vivre sans l'aide de sa mère. Diagnostiquée il y a 2 ans, elle consomme une vingtaine de médicaments et compléments alimentaires chaque jour. J'ai dû être arrêtée pendant 10 mois l'année dernière. Par chance, je travaille dans une école publique, sinon j'aurais certainement déjà perdu mon emploi. L'Espagne s'apprête à instaurer un congé menstruel pris en charge par l'État dès le premier jour, sous réserve d'un avis médical. La ville de Gérone a déjà pris le problème à bras-le-corps. Depuis 1 an et demi, les 600 employés de la mairie disposent d'un permis menstruel. Je viens pour connaître les chiffres du permis menstruel. Depuis sa mise en place, 7 femmes l'ont demandé. Ici, les femmes peuvent s'absenter jusqu'à 8 heures par mois à rattraper. La mairie n'exige néanmoins aucun justificatif. C'est un véritable succès pour les femmes qui en ont besoin et elles ne sont pas nombreuses. Il est important que toutes nos employées sachent qu'elles peuvent en bénéficier. Ce nouveau droit est le fruit d'une bataille syndicale. Pour ce responsable, la loi nationale va encore plus loin et fait de l'Espagne un pays pionnier en Europe. La loi en elle-même est une grande avancée. Elle met la lumière sur le tabou des règles dans notre société, reconnaît et rend visibles les pathologies liées à la menstruation. En Espagne, environ 15% des femmes souffriraient d'endométriose. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Sur ce, restez sur notre chaîne et très bonne suite de programme à tous. Au revoir.